Salut. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce léger retard. Voilà, la conférence d'avant a très légèrement dépassé. Donc, le petit briefing technique habituel. Vous avez donc le chat. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton bleu à basculer de hôte et panélistes sur tout le monde. Et vous avez l'onglet questions-réponses si vous voulez que Cédric puisse y répondre. Vous allez voir donc, qu'il est en train de finir la mise en place. Donc, soyez prévenus. Il y avait donc un petit souci d'internet, on va dire de bande passante. Donc Cédric passe par le téléphone et vous avez donc la vidéo un très léger décalé, mais en tout cas on l'entend très bien sur le téléphone. Donc Cédric, je te souhaite une bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames, ravi de participer à ce nouveau Marketing Digital Day. 3 jours de conférence, 21 conférences et 26 experts à votre service pour répondre à certaines problématiques. Alors moi je me présente, je suis Cédric Sonrel, je suis responsable du pôle Analytics à Cybercité. Alors Cybercité, je ne vais peut-être pas faire le rappel, vous avez peut-être dû avoir quand même pas mal de choses à ce sujet. C'est 130 experts, 20 millions de chiffres d'affaires, 22 ans d'expérience, 6 agences un petit peu partout en France. Moi j'appartiens à celle de Villeurbanne et environ 750 clients satisfaits. Alors pour ma part, dans l'ensemble des métiers qu'on fait à Cybercité, je vais occuper la tuile data analytics et conversion. Donc nous, notre métier de base aujourd'hui, c'est de mettre en place des plans de marquage, de faire de l'analyse de compte analytics, de l'analyse de contribution et d'attribution, d'optimisation de la conversion, bref, tout ce qui se passe au niveau de la data, notamment sur Google Analytics. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec la RGPD, et de plus en plus vers du Matomo, du Pivot Pro, de la Internet, et en fait aux différentes évolutions réglementaires. Voilà, et puis je peux passer aussi des références, on en a énormément. Alors là, c'est pas simplement de l'analytics, hein, c'est l'ensemble de nos styles pop clients. Alors aujourd'hui, sujet un tout petit peu délicat et surtout pas mal technique. On va parler de Google Analytics, de la connaissance client et de ce qu'il est possible de faire en fait afin d'envoyer des données analytiques vers votre CRM ou vers votre back-office et à contrario, envoyer des données de votre CRM vers Google Analytics. Alors, Universal ou Analytics 4 a fonctionné de la même manière. Ça va aussi, dans une moindre mesure, fonctionner un peu pareil sur du Pivot Pro, sur du Matomo et ou sur de l'AT Internet, pour ceux qui ont déjà en fait fait des passages vers ces solutions liées aux différentes recommandations de la CNIL, bien entendu. Alors, au sommaire, on va parler un petit peu de ce qu'est un client dans Google Analytics 4. On va voir qu'en fait, cette notion n'existe absolument pas. Hein. On est simplement sur de la notion d'utilisateur. Et je vais essayer, au travers de quelques écrans, de vous expliquer un petit peu les différences et les données qui sont exploitables, même si elles sont assez faibles sur Analytics. Le cœur du sujet, ça va être comment est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir envoyer des données Google Analytics, donc notamment tout ce qui est la source, les supports, les campagnes, à l'intérieur de votre CRM pour mieux mesurer en fait l'attribution de vos prospects qualifiés. Et puis on fera une petite partie sur la notion de j'envoie des données issues soit de votre CRM, soit de votre back-office vers Google Analytics afin, à un moment donné, soit de créer ce qu'on appelle des listes d'audience, c'est-à-dire prendre de la donnée issue de Google Analytics et de les envoyer dans les plateformes publicitaires de Google. Et finalement, on verra comment on va un tout petit peu plus loin de manière à nourrir les algorithmes publicitaires, notamment ceux de Google. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, on va passer à une première étape. Ça va être Google Analytics, c'est la connaissance client. Alors, client est un grand mot. Alors, qu'on soit sur Universal Analytics ou sur GA4, la métrique de base dans Google Analytics, ça va être ce qu'on appelle l'utilisateur. Alors, le screenshot ici est un screenshot issu d'Universal Analytics. On va retrouver à peu près les mêmes dans Analytics 4. Alors, il faut savoir déjà que la notion d'utilisateur dans Analytics, c'est quelque chose de très bizarre. Ce n'est pas ce qu'on va appeler un client au sens de votre CRM du terme. Il faut savoir que la première fois qu'un périphérique, c'est-à-dire un device, que ce soit mobile ou desktop, et ou un navigateur, à savoir Safari, Chrome, Internet Explorer ou autre, la première fois qu'un Internet arrive sur votre site Internet, en fait, Google Analytics va créer ce qu'on appelle un utilisateur. Et donc, il va déposer un cookie, et c'est ce qui va faire que vous êtes utilisateur. Donc, bien entendu, les utilisateurs sont censés être anonymes dans Google Analytics 4. Hein. Il y a la politique de confidentialité que vous devez accepter lorsque vous utilisez Analytics. Mais ils sont en fait identifiés
avec ce qu'on appelle un client ID. Client ID, c'est ni plus ni moins qu'un numéro qui permet de dire, moi, Cédric Fonrel, sur le site Y, je suis le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et ça pour chacun des utilisateurs qui est sur votre site internet. Donc, cette composition, c'est simple, c'est un ID et un timestamp. Timestamp étant une heure qui est attribuée à l'audience. Alors, un des biens importants, du coup, de cette définition de l'utilisateur dans Google Analytics, c'est qu'en faisant la définition à chaque fois qu'un périphérique est un navigateur, ça veut fatalement dire qu'en fait, compte tenu des usages actuels des audiences sur un site internet, vous avez trop d'utilisateurs par rapport à ce que vous pourriez retrouver en fait dans les données de back-office ou de CRM. C'est-à-dire que vous en avez certainement un qui est lié au device desktop, et puis selon le sens du vent, et l'utilisation que va faire votre audience, et puis aussi votre customer journey qui va être plus ou moins longue, vous allez peut-être en avoir un sur un laptop, vous allez peut-être en avoir un sur la tablette, et vous en allez certainement, même sûrement, en avoir un sur le mobile. Donc en fait, la notion d'utilisateur dans Google Analytics est quelque part vérolée en raison de cette notion de périphérique et ou de navigateur. Alors la notion de navigateur est un petit peu moins importante, parce que de manière générale, on vit toujours sur le même navigateur, on n'a pas les usages qu'on va nous avoir en changeant de Chrome à Safari, etc. Alors, bien entendu, la notion d'utilisateur qui est trop importante dans les outils statistiques, et sur l'ensemble des outils statistiques, et pas simplement Analytics. Analytics 4, en l'occurrence, tente, dans la mesure du possible, de diminuer en fait, cette part d'inconnaissance en mettant en place ce qu'on appelle les Google Signals. Alors, l'idée de cette conférence n'est pas vraiment de parler des Google Signals, mais sachez que c'est une option qui peut être configurée au sein de Google Analytics 4 et qui va permettre en fait à Google la capacité d'identifier un utilisateur par les connexions qu'il a à l'environnement Google. Donc ça veut dire que si vous êtes toujours connecté à un compte Gmail, si vous êtes connecté à vos comptes YouTube, en fait, il va y avoir une espèce de réconciliation des données qui va éviter en fait ce phénomène desktop, mobile, tablette et ou téléphone, enfin autre device. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante. Donc soyez pas étonnés si vous activez les Google Signals dans votre compte Analytics 4, de voir le nombre d'utilisateurs diminuer par rapport à un Universal Analytics, surtout si vous laissez encore en ce moment les deux tourner ensemble. Alors, bien entendu, dans Google Analytics 4, avec la notion d'utilisateur, Universal Analytics 4, on va avoir des dizaines de dimensions qui vont être disponibles. C'est-à-dire que pour chaque utilisateur, il va être possible d'analyser la donnée en fonction d'une donnée d'âge, de navigateur, de ville, de client, de géolocalisation, de mobile, bref, tout plein de données. Mais en tant que tel, ce sont souvent des dimensions qu'on va appeler technologiques, qui vont vous permettre de segmenter votre audience sur un usage, sur l'utilisation qu'il va avoir de certaines de ces dimensions. Et on va avoir quelques dimensions de type utilisateur, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est ancien, avec les biais que ça implique. Et finalement, surtout dans Analytics 4, des nouvelles dimensions, est-ce qu'il a été acheteur ou pas acheteur en fonction des conversions que vous aurez mis en place dans le cadre de votre plan de marquage. Je prends un exemple, il est possible d'identifier les acheteurs sur un site e-commerce, il est possible d'identifier très facilement ceux qui ont déjà soumis un formulaire sur un site de lead, par exemple. Bref, de manière à pouvoir un petit peu segmenter votre audience. Mais tout ça ne sera jamais en fait une notion de client. Mais tout ça, en fait, ce sont des données qui sont collectées nativement. Et la question qui peut se poser, c'est au-delà de la collecte native, qu'est-ce qu'on a réellement qui peut nous aider en fait, à segmenter son audience en tant que client. Eh bien, dans Analytics 4, notamment, je vais plutôt parler d'Analytics 4, on va, à partir du moment où vous aurez mis en place ce qu'on appelle le Google Signal, que je vais évoquer à l'instant, l'ensemble des données socio-démographiques. Alors, il ne faut pas se tromper sur ces données. Si vous êtes un site tourisme, si vous êtes un site e-commerce qui a besoin en fait de ces données socio-démographiques, il faudra faire attention à vos analyses. Ces analyses donnent simplement une idée de la fréquentation du site par âge et par genre. Et tout ça est loin d'être exhaustif. Alors on va se retrouver avec des graphiques qui vont vous dire 70% de l'audience est une audience masculine et 30% de mon audience est une audience plutôt féminine. Et on va également avoir des notions d'audience par âge, avec des grands clusters, 25-34, 55-64 ans, etc. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est loin d'être exhaustif? Donc un petit tuto sur Universal. En fait, ces données proviennent non pas
du device, mais de l'usage que votre audience fait de ses navigations. Je vais tenter de m'expliquer. En fait, à chaque fois qu'un internaute est logué à son compte Google, Google Analytics 4 va récupérer ce qu'on appelle les données du cookie double-clic. L'ensemble des données du cookie Android et l'ensemble de la navigation de l'audience sur des sites Internet. Je ne sais pas si vous faites par exemple du display, qui est une forme de publicité, d'affichage de bannières. Et du coup, en fait, à un moment donné, lorsque vous faites du display, vous affichez sur un site, un forum, un blog, qui est en relation avec ce que vous faites. Et donc, Google Analytics, il connaît l'ensemble de cet environnement. Et à partir de là, si une audience navigue sur le blog X ou le forum Y, il va savoir que le ciblage est plutôt féminin, plutôt masculin, et plutôt pour un 25-35 ans ou un 18-24 ans. Donc ces données, en fait, elles sont plutôt récupérées parce que votre audience navigue sur des sites connus de Google Analytics. Donc c'est pour ça qu'on est loin d'être exhaustif. Et surtout, en fait, il y a une grosse problématique, c'est qu'on est principalement lié en fait au device de l'utilisateur, donc à ce qu'il en fait. Et puis, un des biais, c'est qu'on a énormément de données qui se ressemblent beaucoup. À titre d'exemple, dans les données d'analytics, on a ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Alors, ça veut dire, là aussi, notre audience, en fait, a tendance à naviguer sur des centaines, par des milliers de sites au cours de sa journée. Et comme Google Analytics connaît peu ou prou les sites sur lesquels va votre audience, eh bien, elle est capable de savoir que votre audience est plutôt sport, qu'elle est plutôt actualité, qu'elle est plutôt shopping, etc. Mais en fait, quand on fait des analyses un petit peu poussées sur l'ensemble de nos pipes clients, et là, en fait, je vais juste vous montrer 4 exemples en éducation, en e-commerce sport, en e-commerce bureautique et en tourisme, en fait, on va quasiment retrouver toujours les mêmes segmentations d'audience. Nos clients sont plutôt sport à 3,78%. Pour le e-commerce, ils sont à 2,83%. Sur la bureautique, ils sont à 2,63%. Tout simplement parce qu'en fait, les données sont pas super tangibles et difficilement exploitables. Et puis si on regarde, par exemple, si vous êtes intéressé par une audience qui va plutôt regarder de la télévision ou du divertissement, ou amoureux de la musique, en fait, on va se rendre compte que les pourcentages d'audience, quelle que soit la thématique des sites, c'est quasiment toujours identique. Là, on est à 3%, 2,5%, 2,8%, 3,23%. Ce qui fait qu'en fait, ça fait énormément d'analyses pour des inputs qui sont assez peu valorisants au final. Les différences entre chaque thématique de site et ce que fait votre audience, en fait, n'est pas réellement exploitable. Si tu peux surélever un peu ton téléphone, Cédric, ce serait parfait. Ou mettre un casque. Merci beaucoup. Et le deuxième biais très important, en fait, c'est que ces données sont récupérées, notamment sur les desktops, sur l'ensemble de la navigation de la famille. Ça veut dire que si votre audience est plutôt familiale, il y a peut-être le fils, la fille, le père et la mère qui naviguent sur le même desktop. Et donc, en fait, on se retrouve avec des mélanges des genres. Et ça va être à celui qui utilise le plus l'ordinateur qui va être le mieux ciblé. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des choses complètement exotiques au sein des analyses que vous allez pouvoir faire à un moment donné dans Google Analytics. Alors, le conseil, si vous voulez quand même passer par ce genre d'analyse, qui peuvent être quand même pertinentes, hein, c'est vraiment pas le souci en termes de ciblage. Dès lors que vous allez faire ces analyses, vous allez faire ces analyses en activant en fait uniquement les devices mobiles. Tout simplement parce que le device mobile est un peu plus personnel que le device desktop. Voilà. Alors, bien entendu, hein, c'est à moitié faux, mais c'est plus vrai. Et puis finalement, une des données principales qu'on va avoir, alors qui ne sera pas utile sur l'ensemble de nos clients, hein, il faut qu'il y ait un intérêt, et là je pense notamment au site de e-tourisme ou au site de franchise, c'est l'ensemble des données de géolocalisation. Alors, là aussi, je vais pondérer l'ensemble de mes propos. Les données de géolocalisation donnent une idée aussi de la fréquentation du site avec, en général, 2 niveaux de granularité utiles. Alors, il y en a une encore supérieure qui va être le pays et ou le continent, mais on va plutôt s'intéresser à la partie France. Donc, on a une granularité qui est possible par pays et on a également une granularité qui est sans doute la plus importante par ville, avec ensuite des analyses possibles dans Data Studio qui va vous permettre en fait de savoir d'où provient votre audience. Alors, il faut savoir que ces données, pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient et les biais que ça implique, c'est qu'en fait, l'ensemble des données de géolocalisation dans les outils statistiques sont liées à l'adresse IP de la box. Donc, pas réellement l'adresse IP qu'utilise réellement votre audience. Alors,
Le biais, en fait, là-dessus, c'est ce qu'on appelle la 4G. Tout simplement, et vous ferez le test, hein, si vous utilisez régulièrement le TGV, par exemple, vous vous connectez sur votre site en temps réel sur Google Analytics, vous activez la 4G ou le Wi-Fi à bord du TGV, et vous allez voir qu'en fait, vous allez être géolocalisé à Paris. Et ça, c'est un des biais de la 4G. Étant donné qu'en fait, la géolocalisation se fait sur l'adresse IP de la grosse box, eh bien, la 4G, à l'instar de n'importe quelle connexion Internet, possède une box. Et cette box, elle est généralement géolocalisée à Paris. Alors, il y a d'autres points, hein. En France, on peut être à Marseille, à Bordeaux. Et la problématique, c'est que c'est dommage, notamment pour l'ensemble des sites de tourisme, parce qu'en fait, on a toujours une énorme augmentation de l'audience parisienne, sauf qu'en fait, le biais là-dedans, c'est que c'est sans doute une audience qui est déjà sur place, à Méribel, à Tignes, à Arcachon, à n'importe quelle ville un petit peu touristique, sauf qu'en fait, comme elle est en 4G, elle est déjà géolocalisée sur Paris. Et donc, le conseil ici, ce sera de faire une analyse sur le device desktop. Alors, je me permets juste une petite aparté. Je viens de voir une question de Tom Nguyen qui me demande sur l'onglet e-commerce et conversion, j'ai des données, le nombre de transactions et le chiffre, tout à fait, c'est normal. Est-ce qu'il y a une façon que je peux trouver le nombre de clients? Non, vous n'allez pas pouvoir trouver le nombre de clients sans mise en place d'un plan de marquage. Ce que vous allez pouvoir trouver, c'est un nombre d'utilisateurs. PS, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le nombre d'utilisateurs, au final, peut être biaisé. Si vous avez une audience qui va faire un purchase sur le desktop, ça va être une commande et un utilisateur. Et s'il revient, par exemple, le lendemain, comme ce principe, et qu'il le refait sur le mobile, vous allez encore avoir un purchase et vous allez avoir un nouvel utilisateur. Donc, au final, vous aurez deux utilisateurs, sauf qu'en fait, la réalité, par rapport à vos données CRM, c'est que vous en avez eu qu'un seul. Et donc, pour fin de l'aparté. Et donc, pour les données de géolocalisation, voilà, faites une analyse plutôt sur le device desktop, pour le coup. Voilà, donc du coup, en termes d'analyse de connaissance client, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut être capable de jongler. Alors, bien entendu, hein, si vous n'avez pas une cible e-tourisme très 4G, les pondérations ne sont pas nécessairement à faire. Si vous êtes purement business to business, votre audience sera logiquement desktop et la géolocalisation sera plutôt. Et puis, le dernier point, qui gêne en fait de plus en plus les données d'analytics, en fait, c'est des restrictions qui sont de plus en plus fortes. Le premier, c'est avant tout le changement de réglementation avec la mise en place de la RGPD et l'interdiction aujourd'hui de Google Analytics. On y reviendra peut-être cet après-midi dans la deuxième conférence liée à Analytics 4. On a des contrôles renforcés sur les cookies de first party. Et on a des navigateurs qui sont de plus en plus contraignants. À titre d'exemple, Safari coupe l'ensemble des cookies tous les 7 jours sans inactivité et 24 heures s'il y a un item source à l'intérieur de vos campagnes. Ce qui fait qu'en fait, la notion d'utilisateur et de client dans Google Analytics ne cesse de se renouveler. Et donc, vous devez avoir sans cesse une courbe d'utilisateurs de plus en plus grande, non pas parce que vous avez de plus en plus d'utilisateurs, mais parce qu'en fait, on a la RGPD, cette audience qui refuse, et on a les navigateurs contraignants comme Safari, Firefox de plus en plus, Brave, et en 2024, Chrome qui va finir par supprimer les cookies. Donc en fait, on va avoir de moins en moins d'audience facilement analysables. D'où l'intérêt peut-être d'aller chercher de la donnée ailleurs, et notamment sur des données first party, celle de votre CRM ou celle de votre back-office. Alors j'aimerais quand même pondérer un petit peu mes propos, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on perd énormément de données. Il ne faut pas se tromper, Analytics a toujours été un outil de tendance, il est quand même là pour dire ça monte ou ça descend, c'est performant ou c'est pas performant dans des grandes lignes. Deux, ça n'empêche absolument pas le pilotage de la performance. Alors certes, si vous avez une vision très ROI, cela peut vous bloquer, mais ça n'empêche pas de se dire à un moment donné, ici ça fonctionne, ici ça ne fonctionne pas dans les grandes lignes. Ça n'empêche pas non plus la création de reporting, et surtout ça n'empêche pas de faire des analyses et de faire de la recommandation. Voilà, on a des problématiques, mais on a un tout petit peu moins de données qu'auparavant, mais on peut encore piloter. Voilà, il faut juste être capable de se mettre dans l'esprit qu'il faut pondérer les données d'acquisition d'utilisateurs et essayer de faire des calculs de perte sèche liés à la RGPD et finalement des produits en croix. C'est exactement ce que fait Google Analytics avec ce qu'on appelle le consent mode. Alors bien entendu, aujourd'hui, il va y avoir des nouveaux outils qui vont finir par émerger, hein, comme par exemple GTM Server 7.
on va passer au cœur du sujet. Google Analytics to CRM. Alors, ça, c'est un petit peu technique. Je vais essayer de pas trop vous noyer, de vous expliquer un petit peu les grands concepts et surtout à quoi ça va servir. Alors, l'idée ici, c'est de battre un petit peu contre cette perte de données. C'est d'avoir des données beaucoup plus qualitatives. Et je vais prendre l'exemple notamment de la génération de leads sur l'ensemble des sources de trafic qui, à un moment donné, vous apportent du lead. Donc, on va plutôt parler de formulaire de devis, formulaire de création de compte. Et la démarche va également pouvoir se faire aussi au niveau du e-commerce. Sur l'ensemble des sources de trafic et plus précisément sur les leviers payants de Google. C'est quand même un petit peu le cœur du sujet. Et bien sûr, sur les utilisateurs connus d'un site. Alors, bien entendu, toutes ces démarches vont nécessiter à un moment donné la mise en place d'un plan de marquage. Alors, il y a Sabrina qui me pose une question, je fais une petite aparté. Le reporting se fait souvent en comparant VSN-1. La photo est moins belle, c'est plus compliqué de voir l'impact de trafic et mix client-prospect. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout, là, si vous switchez entre Universal Analytics et Google Analytics 4, ça va être encore plus compliqué parce que la comptabilisation n'est pas tout à fait la même. Du coup, oui, là, on est dans une période où ça va faire pendant 2 ou 3 ans, ça va être quand même un petit peu compliqué d'avoir des données. Et Sabrina, non, l'utilisation des logs ne va pas nécessairement vous aider. Elle va simplement compter un nombre d'utilisateurs. Mais après, les logs en tant que tels ne vont pas vous donner une notion de source, de support, d'acquisition, de coût par lead. Les logs, c'est vraiment quelque chose de brut. C'est quand même quelque chose de brut. C'est possible. Mais ça va quand même vous faire aller sur 2 outils. Un qui va bien compter au travers des logs et un où vous allez avoir la consommation des contenus, la conversion au travers d'une solution statistique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution vraiment parfaite et je pense qu'on est dans un espèce d'aléa. Et oui, effectivement, pour mesurer l'effet RGPD, mais aujourd'hui, on a des solutions de collecte de bandeaux de cookies comme Didomi, Acceptio, Cookiebot qui vous donnent en fait, les données d'acceptation. Donc, en fait, il est assez facile de faire des produits en croix. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la mécanique que je vais vous expliquer ici nécessite obligatoirement le recours à un plan de marquage, c'est-à-dire la mise en place de trackers sur votre site en utilisant notamment les données first party, donc les données appartenant à votre site, et en utilisant des données de GA pour les injecter dans le CRM. Alors, on va prendre un exemple tout bête pour vous expliquer un petit peu quel est le but de la démarche. En fait, on va prendre l'exemple d'un site B2B, site de lead avec un formulaire de devis par exemple. Donc en fait, le tunnel de conversion dans Google Analytics en fait, n'est pas nécessairement celui de votre processus commercial. Ce qui se passe dans Google Analytics, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un utilisateur qui va être sur son desktop et qui va générer une visite. Et une session, il va être flagué comme étant un utilisateur nouveau ou ancien sur votre site Internet. Et puis à un moment donné de sa navigation, il va remplir un formulaire unique. Et c'est ici que Google Analytics va à un moment donné faire une mesure, une conversion. Et s'il y a des connexions qui sont faites avec les outils type Google AdWords, mais ça pourrait aussi fonctionner avec du Facebook, avec du Criteo, avec du X ou Y, c'est ici que la conversion va se faire. Et c'est ici que les calculs de coût d'acquisition vont au final se faire. Et donc, l'agence en charge de votre plan média, par exemple, va vous dire ce mois-ci, il y a eu 100 formulaires de contact, 100 formulaires de devis, etc. etc. Sauf qu'en fait, vous, notamment sur la vision B2B, en fait, mais qu'ici que commencent en fait les véritables actions. Parce qu'en fait, dans votre CRM, logiquement, vous allez avoir un travail de qualification qui va vouloir dire il est prospect, je le recontacte, numéro de téléphone, rendez-vous, ajustement du devis, etc. Et finalement, à la fin de ce démarchage, eh ben, il va peut-être devenir client. Et donc, dans votre CRM, vous allez changer le statut du prospect froid en prospect chaud ou en client. Et en fait, là, on a une brisure au final. Parce que on a une brisure. Et pour le site e-commerce, la démarche est exactement la même. Ça va être le besoin de transformer un nouveau client en client fidèle et récursif. Et la problématique sur les sites e-commerce, qui est un petit peu différent que les sites du lead, d'une manière générale, on ne contacte pas 10 fois pour un formulaire de devis. Par contre, pour un e-commerce, il est possible de faire plusieurs fois des achats. Et donc, en fait, la problématique dans Google Analytics, c'est qu'on a un utilisateur qui va être associé à des visites et qui va peut-être faire un ou des achats et qui va être associé à des sources de trafic. Donc, par exemple, la première fois en direct, la deuxième fois en organique,
la troisième fois en CPC, et fatalement derrière à des coûts d'acquisition. Alors que vous, dans votre back-office de e-commerce, eh ben, c'est un client. Je suis Cédric Fonrel, le numéro 12 de votre site internet. Et en fait, pour chacun de mes achats, eh ben, je suis toujours le même client. Et donc, au final, il est possible de calculer tout un indicateur, et notamment un qui est un petit peu important, la valeur de vie client, par exemple. Cédric Fonrel, taille du numéro 12 dans votre base de données, a généré pour 750 € d'achat en 3 commandes. Et à partir de là, vous pouvez faire vos données. Le principal biais, en fait, c'est qu'on a une véritable différence de pilotage des budgets et ou de stratégie quand vous faites du trafic payant sur les coûts d'acquisition ou sur le ROAS de vos campagnes. Surtout dans un monde qui est de plus en plus tourné vers le machine learning. Pour prendre un exemple en fait de ces biais, prenons l'exemple de budget investi. Voilà, imaginons par exemple que vous ayez des campagnes Facebook, que vous ayez une agence de référencement naturel comme Cybercité et une agence comme Cybercité aussi qui gère votre AdWords avec par exemple une dépense annuelle de 10 000 € pour le premier levier, 10 000 € sur l'organique et 7 500 sur l'AdWords. En fait, ce qui va se passer dans vos leads Google Analytics 4 ou dans les plateformes type Facebook ou AdWords, c'est que vous allez avoir un nombre de leads, 100, 100 et 50 pour chacun des leviers d'acquisition. Et donc, fatalement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un coût d'acquisition qui va vous dire pour 100 leads Facebook, eh bien, ça fait 100 € par prospect. Et donc, ce que pourrait vous dire votre agence ou ce que vous allez pouvoir vous dire ici, c'est de se dire « Ah mince, on va peut-être ajuster ou stopper des campagnes Google AdWords parce que le coût par prospect est de 150 €, c'est trop cher, je n'en veux plus, il faut retravailler un petit peu les campagnes. » Et on va se dire, par exemple, on continue sur Facebook. Donc en fait, quand on prend la deuxième brique, c'est-à-dire notamment sur les sites B2B, l'ensemble des données de votre CRM, et bien peut-être que ce n'est pas la même chose. En fait, suite au travail de qualification que vous allez faire, on va peut-être se rendre compte qu'en fait, eh ben, c'est AdWords qui est le plus qualifié et ou le plus pertinent. Sauf que nous, agence, d'une manière générale, en fait, les données du CRM, on ne les a pas. Et du coup, en fait, le constat peut être complètement différent en disant on va ajuster plutôt Facebook et on va plutôt pousser Google Ads. Et ça, en fait, c'est ça que j'aimerais bien vous faire mettre en place sur votre site Internet, c'est cette vision un petit peu globale et pas simplement l'arrêt en fait, à un formulaire et à sa soumission effective et d'avoir l'ensemble de la démarche. Alors, ça reste quand même assez simple. Hein. Et du coup, en fait, il y a deux scripts à poser d'un point de vue du plan de marquage. On va poser un script juste avant la soumission du formulaire. Et à terme, on posera également un script après la soumission du formulaire. Alors, je synthétise volontairement, hein, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout vous expliquer. Trois intervenants là-dessus. L'agence web, donc la personne en charge de vos formulaires, une personne en charge de votre back-office et ou de votre CRM, et finalement votre prestataire Google Analytics. C'est simple, je vous explique. Nous, en tant que prestataire Google Analytics, en fait, on va créer ce qu'on appelle une clé de réconciliation. Une clé qui va être identique entre Analytics et entre les données de votre CRM. Et pour ça, en fait, on a ce qu'on appelle le Client ID, cet énorme numéro dont je vous ai parlé. La deuxième chose, c'est qu'on va récupérer les données de session. C'est-à-dire qu'on va reconstruire exactement la même chose que ce que vous voyez dans Google Analytics. Google organique, Google CPC, Facebook CPC, et on va tenter de récupérer les données de campagne également. Et tout ça, on va le stocker. Alors, le stockage en cookies, en session storage, en local storage, plus les notions de RGPD, bien entendu. Et sur votre formulaire, donc en fait, d'une manière générale, sur l'ensemble des formulaires, on va avoir un nom, un mail, un numéro de téléphone, une date de naissance, etc. Et l'ensemble de ces données, une fois la soumission faite, elles sont envoyées à votre CRM et rangées dans des colonnes. Et bien nous, ce qu'on va demander à votre agence, ou enfin à la personne en charge de votre site internet, ou plutôt, on va dire, c'est qu'on va lui demander de rajouter des champs cachés. La source, le support, le GCLID et l'ensemble des champs dont on a besoin. Ici, je vais mettre que 3 exemples. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est comme on stocke les données de source, dès lors que l'utilisateur va, par exemple, cliquer dans le nom, qui est un champ obligatoire, on va remplir le champ caché avec Google, avec le CPC, avec le numéro d'identifiant Google, avec le GCLID, avec tout plein de données. Et on remplit les champs cachés. Donc, votre audience, en fait, elle ne le sait pas. Et au final, ce qu'on va demander également aux personnes en charge de votre back-office et de votre CRM, eh bien, c'est simplement de faire un mapping. C'est-à-dire que d'une manière générale, lorsqu'il y a un formulaire qui est soumis sur votre site, vous récupérez l'ID, le nom, le prénom, l'adresse email, le statut du lead s'il est existant. Et bien, en fait, on va devoir demander simplement
de rajouter des colonnes avec la clé de réconciliation, la source, le support, le gclid et l'ensemble des informations en fait, qu'on cherche à récupérer. Et c'est fini. Et la question, c'est que vous allez enfin pouvoir, au cours du processus de qualification de votre lead, donc au niveau du statut du lead, savoir quelle est la source et quel est le support en fait, qui vous rapporte le plus. Et la question, c'est est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh bien, oui et non, c'est aussi simple que ça. On récupère les données de source et de support de l'audience, la clé de réconciliation, on demande à votre agence de rajouter des champs, on remplit les champs et on l'envoie dans le CRM. Et après, libre à vous au final d'avoir la possibilité en fait, d'analyser ces données avec un logiciel de datavis par exemple. Alors, est-ce que c'est aussi simple? Oui et non. Alors, non, parce qu'en fait, on a quand même de nombreux intervenants sur le sujet et surtout des micro-tâches. Modifier le formulaire, mettre en place des colonnes dans votre base de données CRM. Et puis ensuite, on a toujours des petits soucis. On va avoir l'agence web qui va modifier le form, mais qui n'a pas de communication avec la personne en charge de l'IT et de la data. On a souvent du marketing qui ne sait pas ce qui est exportable dans le CRM. Bref, en fait, c'est avant tout des points de briefing au départ, mais ça reste quand même assez simple à mettre en place. Hein. Il faut une journée pour mettre en place ce type de mécanique sur vos principaux formulaires. Et non, toujours, parce qu'en fait, on a toujours les notions de privacy, de RGPD, et toujours cette fameuse problématique de certains navigateurs un petit peu restrictifs aujourd'hui. Sabrina, non, ça ne va pas ralentir le site de mettre des champs cachés, et puis quand bien même, les champs cachés, la page est déjà chargée quand vous mettez quand vous mettez les données en place, hein, ça va pas ralentir votre site internet. On n'est pas tout le temps en train d'essayer de mettre en place les champs cachés, on met en place qu'au bon moment. Et finalement, ça va vous permettre en fait d'avoir des données de conversion au sein de votre site. Alors ça peut se faire sur un PrestaShop, un Magento. Alors PrestaShop et Magento, c'est un peu plus compliqué parce que là on va toucher au cœur de votre site e-commerce. On va toucher aux tables de Magento, aux tables de PrestaShop. C'est pour ça que je parle plutôt de CRM, parce que le CRM est quelque chose de plus souple, qu'on peut tordre plus facilement d'une manière générale. Voilà. Et puis finalement, il y a une dernière démarche, ça va être de renvoyer des données CRM vers Google Analytics, parce que ça, c'est vraiment un cœur du sujet, surtout si vous avez des grosses dépenses publicitaires. Alors, simplement pour vous tenir informé, en fait, on en est là. Ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un script entre la visite et le lead, de manière à pouvoir avoir la source et le support qui vont remonter à un moment donné dans vos outils de CRM. Et en fait, on peut aussi faire le contraire. Ça veut dire qu'on peut poser un script entre les données de votre CRM et Google Analytics pour nourrir Google Analytics avec les données de vos clients. Alors là, du coup, ça s'adresse quand même un tout petit peu plus au site e-commerce. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu ça. Moi, la mécanique sur le e-commerce, elle est très proche de celle du lead du formulaire. Un des gros avantages ici, c'est que la clé de réconciliation, elle est beaucoup plus simple à obtenir parce que sur un site e-commerce, en général, quand on commande, on est logué. Donc, Cédric Sonrel à cybercité.fr, mon email, mon login, je suis toujours la même personne dans votre base de données. Les données à récupérer dans Google Analytics sont beaucoup plus riches que sur un site de lead, tout simplement parce que votre audience a un montant de commandes, un nombre de commandes, un panier moyen, un statut de fidélité, par exemple. Il peut très bien avoir une carte magasin, il peut avoir beaucoup plus de données que sur un site B2B type site de devis. Et l'exploitation des données se trouve aussi beaucoup plus simple. Le principe de base, c'est exactement le même, sauf qu'en fait, on va un tout petit peu complexifier la chose. En fait, vous avez un utilisateur qui, à un moment donné, va s'inscrire et ou se connecter à votre site Internet. Ça veut dire que dès lors que je suis connecté, moi, avec mon mail cesonrel à cybercité.fr, eh bien, en fait, il suffit de tester l'email et d'aller chercher des données soit dans votre CRM, soit dans votre back-office, type Magento ou PrestaShop. Et fatalement, en fait, associé à ma ligne, Cédric Sonrel, eh bien, en fait, vous avez plein d'informations. Vous savez si je suis client, oui ou non. Vous savez si j'ai déjà fait des commandes, oui ou non, dans un laps de temps plus ou moins long, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou à vie. Vous connaissez mon ID, je suis peut-être le numéro 12 dans votre base de données. Et puis finalement, selon la typologie de site que vous possédez, est-ce que j'ai déjà commandé en magasin? Si oui, quel magasin? Est-ce que j'ai une carte de fidélité? Et des données qu'on pourrait exploiter et imaginer de manière vraiment infinie, comme par exemple, quelle est ma dernière date de commande?
Et en fait, une fois qu'on sait ça, eh ben, il suffit de pousser cette donnée au sein de votre site Internet de manière à pouvoir les rendre exploitables à un moment donné dans Google Analytics et renvoyer de la donnée. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si je fais un achat sur votre site Internet, vous pourriez dire client, oui, j'ai déjà 5 commandes, la valeur totale de mes commandes, c'est 350 €, mon ID, c'est le XXX, etc., etc., etc. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert en fait derrière à pouvoir créer des audiences, soit issues de Google Analytics vers Google Ads, et pourquoi pas vers d'autres plateformes publicitaires, comme par exemple du Facebook. Et là, je vais vous donner quelques exemples de screenshots de ce qu'on récupère sur certains des sites. Alors, bien entendu, hein, le genre n'est peut-être pas le facteur clé de succès publicitaire, mais il y a certains sites où en fait c'est nécessaire. Et donc, par exemple, alors là, je vous cache volontairement certaines données hein, qui sont les ID des clients, mais on peut avoir une répartition de l'audience par genre. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Et puis derrière, pourquoi pas les recibler avec soit du display, du retargeting, du remarketing, des publicités Facebook, plutôt axé avec des visuels femmes, plutôt axé avec des visuels hommes. Derrière, pour des données de géolocalisation, comme je suis inscrit sur votre site, eh bien, je sais que je viens du 88, du 49, du 34, etc. Si vous avez des démarches de géolocalisation, ça peut aider à créer des audiences. Une chose intéressante, eh ben, on a la valeur de vie du client, c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer la valeur totale des commandes d'une audience. Et quelque chose que j'aime bien, moi, c'est la dernière date d'achat. Parce qu'en fait, la dernière date d'achat, ça permet d'activer notamment, alors là, je vais sortir de la logique Google Ads, par exemple du marketing automation. Vous pourriez mettre pour toutes les audiences qui reviennent sur mon site internet qui n'ont pas commandé depuis 100 jours, je vais dire une bêtise, lui afficher par exemple un bon de réduction, ou un opt-in, ou un opt-out, ou tout ce que vous voulez en termes de mécanique. Peu importe ce que vous allez faire, ça permet en fait d'avoir un ciblage. Et donc, par exemple, ici, j'ai un client qui n'a pas commandé depuis 345 jours, ou 155 jours, ou 159 jours, etc. Et puis, bien entendu, alors l'idée, c'est pas d'être aussi précis, hein, c'est peut-être de faire ensuite des clusters, dire petit, moyen, grand, gold, bronze, en fonction des différentes segmentations. Et finalement, comme ensemble de données, en fait, logiquement, on va les mettre en place au travers de Google Tag Manager, c'est-à-dire qu'on récupère les données dans GTM et ensuite, en fait, on peut les envoyer Kiki dans Google Ads, Kiki dans Google Analytics et parfois dans Facebook. Et elles sont potentiellement exploitables en fait dans d'autres plateformes. Alors Sabrina, oui, tout à fait. J'arrive à comprendre ce que vous dites. Hein. Le frein entre la direction, c'est la peur de confier à Google des données clients sensibles. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de récupérer un ID en clair. On peut le hacher, on peut le salter, on peut faire quand même pas mal de choses pour anonymiser les données. Hein. Ça, c'est vraiment pas un souci. Et après, ce qui compte, en fait, c'est le ciblage que vous allez en faire. Donc, comme on est lié au device, au navigateur, on n'est pas obligé, on ne récupérera pas Cédric Sommerel en termes de données. On va récupérer un ID non identifiable, haché ou salté. Et finalement, afin de finir, je ne sais pas si vous avez vu dans les différents screenshots, je recommandais la mise en place d'un champ Gclid dans vos formulaires cachés. Alors, le Gclid, c'est le paramètre publicitaire du marquage automatique de Google Ads. C'est ce que vous avez en général quand vous faites de la publicité via Google Ads. Moi, je recommande toujours de récupérer ce Gclid. Alors, on récupère ce paramètre pour nourrir la plateforme et les algos. Je vais reprendre l'idée de mon formulaire. À un moment donné, quand il y a une soumission du formulaire, on va injecter dans votre CRM la source, le support. Ça, c'est pour qu'on puisse mesurer, par exemple, l'impact du SEO, Google organique, ou de campagne Facebook, Facebook CPC, ou de Bing CPC, ou de vos newsletters, bien entendu. Et dès qu'on est sur du marquage automatique de Google Ads, ce qui est intéressant de faire, en fait, c'est de récupérer le Gclid, parce que ce Gclid, une fois que votre prospect est transformé en client, il est possible de le basculer, de le rebasculer à Google Ads. Google Ads va proposer, en fait, via le téléchargement de vos données de prospect, alors bien entendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, et on va simplement récupérer le Gclid, la ligne 3 ici. Et on va le redonner à Google Ads. Et en fait, comme on est uniquement sur des données qui sont celles de vos clients qualifiés, eh bien Google Ads
va mouliner l'ensemble de ces données, va faire en ligne de compte ici le machine learning, et il va être en fait capable d'aller rechercher de l'audience, de cibler de mieux en mieux vos audiences au travers non pas de l'ensemble de l'audience qui a soumis le formulaire, mais de l'ensemble de l'audience qui a réellement été cliente chez vous. Et puis bien sûr, on peut aussi le faire de manière complètement automatique. Donc en fait, il y a deux manières de le faire. Soit Google nous propose un CSV, donc vous téléchargez vos données de prospects qualifiés tous les mois, toutes les 2 semaines, vous nous les donnez et on les envoie à Google Ads. Ou alors, il est possible de faire des uploads un tout petit peu plus compliqués à mettre en place. Hein. Il faut un XML, un JSON, enfin, il y a plusieurs formats de données, mais c'est pas infaisable. Hein. Et du coup, en fait, on va nourrir Google Ads de manière complètement automatique. Alors voilà, ça c'est vraiment le haut niveau. Et bien sûr, avec une nouvelle vision derrière de la transformation qui est beaucoup plus proche de la réalité. On va avoir une meilleure analyse de la conversion et une meilleure optimisation des enchères, notamment sur ce levier. Alors c'est aussi possible de le faire aujourd'hui avec Facebook, en récupérant ce qu'on appelle le SBclid. Et je finirai sur cette présentation. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir l'ensemble des livres blancs. Si vous avez des questions, je suis totalement disponible. Merci Cédric, on va devoir vite enchaîner, on a un peu de retard. Merci et on enchaîne donc sur le marketing automation. Bonne journée. Merci.